En 1966, alors que la guerre du Vietnam fait rage, qu'une campagne de bombardement intensif et terrifiant, connue sous le nom d'opération Rolling Thunder, s'abat comme la foudre sur le pays dévasté, un philosophe et mathématicien anglais, Lord Bertrand Russell, alors âgé de 94 ans, prend l'initiative de constituer un tribunal composé d'éminentes personnalités pour juger les États-Unis, pour condamner sa politique guerrière, les crimes commis et alerter l'opinion publique. Comme l'a dit Russell, il s'agissait avant tout de combattre le crime du silence. Présidé par Jean-Paul Sartre et comptant parmi ses membres Simone de Beauvoir, un ancien président mexicain, des écrivains, des pacifistes et quelques juristes de renom, le tribunal avait initialement prévu de tenir sa première session en France. Mais le général de Gaulle s'y opposa avec fermeté, refusant la délivrance de visa. Comme il l'écrit à Sartre, toute justice, dans son principe comme dans son exécution, n'appartient qu'à l'État. Le tribunal se rapatria sur Stockholm, puis au Danemark. Bien entendu, les États-Unis, qui ne lui reconnaissaient aucune légitimité, refusa d'y prendre part, bien qu'ils y furent invités. Il travailla plus d'une année, entendu des témoins, des experts, des historiens, et au terme du procès, déclara les États-Unis coupables de crimes d'agression, crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et même de génocide. Cela n'eut évidemment aucune conséquence. Le tribunal se savait impuissant, mais la chose avait été dite. Le droit pénal international que les États-Unis avaient puissamment contribué à créer à Nuremberg leur était cette fois-ci opposé, comme par ironie de l'histoire. L'initiative ne passa pas inaperçue et marqua les esprits au point qu'elle fut imitée par la suite. Un tribunal Russell II fut mis en place à la fin des années 70 à l'initiative de Lelio Basso pour juger des crimes commis en Amérique du Sud. D'autres suivirent plus tard sur le même modèle pour le Burundi, pour la Palestine, pour le Cachemire. Un tribunal permanent des peuples fut même créé et rendit de nombreuses décisions sur les crimes commis au Salvador, au Zaïre, en Afghanistan. Une brillante doctorante suisse, Madame Camille Montavon, qui fait sa thèse sur les tribunaux d'opinion à l'université de Neuchâtel et qui est intervenue à la fondation l'Institut Louis Joinet, où Xavier Philippe, qui nous fait l'honneur de sa présence, a un rôle majeur, a recensé à peu près 200 dispositifs de justice alternative, alors qui ne relèvent pas à proprement parler tous de tribunal Russell, mais elle en a en tout cas recensé à peu près 200. Alors comment expliquer cette effervescence et cette floraison de tribunaux de justice parallèles issus de la société civile ? Une première raison tient aux insuffisances réelles de la justice pénale internationale. Alors c'était surtout vrai en 1966, puisque depuis 1945, il ne s'était pas passé grand-chose après Nuremberg. Et l'argument est un peu moins fort aujourd'hui avec l'institution de la Cour pénale internationale, mais reste d'actualité, car force est de constater que toutes les exactions commises de par le monde ne sont pas prises en charge par la Cour pénale internationale, loin s'en faut. En outre, ces dispositifs permettent d'offrir à la fois une tribune et une reconnaissance aux victimes des exactions commises. On parlera tout à l'heure du tribunal international de Tokyo, mis en place à la fin des années 90, pour reconnaître le statut des victimes coréennes qui avaient été exploitées sexuellement par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, de façon assez systématique. Et dont le statut de victime a été reconnu avec une condamnation en plus de l'empereur Hirohito. À cela s'ajoute une certaine défiance vis-à-vis de la justice étatique, même internationale, soupçonnée de manquer d'indépendance. Elle fait fond sur l'ancienne critique adressée au tribunal de Nuremberg, qu'on accusait d'être une justice de vainqueurs.
Sartre le dit, ne représentant ni gouvernement ni parti, nous ne pouvons recevoir d'ordre, nous examinerons les faits en notre âme et conscience. Ce qui n'était pas très gentil pour les juges de Nuremberg, mais disons qu'il y avait quand même il y a toujours dans ces tribunaux d'opinion une forme de défiance vis-à-vis de la justice, émanant d'ordre souverain. Enfin, ces tribunaux ont une souplesse que n'offre pas la justice pénale internationale, qui ne juge que des personnes physiques. Là, il s'agit davantage de juger des États, des politiques. La focale est donc plus large. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces tribunaux? Ils émanent de la société civile et sont dépourvus de toute investiture. Ils sont composés de personnalités éminentes, venues de tous les horizons, de tous les pays. Ils entendent juger en droit. Enfin, ces textes, nous ne les avons pas inventés, s'écrie Sartre dans une interview. Ils respectent autant que faire se peut le rituel judiciaire. Leur décision n'a pas vocation à être exécutée, elle est avant tout symbolique et a vocation à être médiatisée pour alerter l'opinion publique. Ainsi, ils n'entendent pas se substituer à la justice pénale internationale, mais à la stimuler par un travail rigoureux, en tout cas un travail d'établissement des faits, par un travail de qualification juridique et par la pression de l'opinion publique qu'ils entendent stimuler. Ils jouent donc un rôle d'aiguillon à un double titre. Ils aiguillonnent la justice, espérant que leurs conclusions serviront à mettre en œuvre de véritables poursuites. Un aiguillon du droit international, car ils peuvent, à l'occasion, en souligner les insuffisances, l'étroitesse de certaines qualifications, par exemple. Donc, telles sont les principales caractéristiques de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les tribunaux d'opinion. À vrai dire, l'expression est ambiguë et peut-être mal choisie, car elle laisse entendre qu'ils exprimeraient eux-mêmes l'opinion publique qui s'exprimerait à travers eux. En réalité, elle n'exprime que l'opinion de ses membres, une poignée d'individus qui se sont cooptés et qui entendent alerter l'opinion publique. Il faudrait donc davantage parler de tribunaux d'appel ou d'interpellation de l'opinion. Le génie de l'entreprise, ou la mystification, comme on voudra, consiste à procéder à cette interpellation en la drapant d'une solennité particulière qui est celle du procès, et du procès pénal en particulier. Il s'agit d'emprunter les formes du rituel judiciaire pour faire passer un message, et c'est là qu'on peut parler de spectacle. Il y aura donc des audiences, des témoins, une cour, le petit marteau, et il est assez plaisant d'imaginer Sartre, qui a décrit, non sans ironie, la raideur des rôles sociaux, se prêter au jeu de rôles consistant à se déguiser en juge et à trouver tout à fait normal que le public se lève quand lui, président, le palan, la mine grave, empreinte de solennité, entrer suivi par ses assesseurs dans la salle d'audience. À quoi joue-t-il ? Comme le garçon de café jouait à être garçon de café, Sartre joue à être juge. Il danse, il fait la danse du juge. Alors pourquoi tout ce cinéma ? Eh bien pour habiller une dénonciation, qui peut être justifiée, en une condamnation. Autrement dit, une décision à coloration juridique. Et là est la mystification. De façon très habile, les tribunaux Russell ont répondu aux détracteurs dénonçant leur absence de légitimité qu'ils n'avaient pas d'impérium et qu'ils se bornaient à dire le droit, que leur condamnation était avant tout symbolique. Mais le glissement opère en amont de la question de l'impérium. Il opère bien au niveau de la juridiction elle-même. Le problème de la démarche consiste, la vanité de la démarche consiste à déduire du fait que le droit appartient à tous, à tout le monde, comme ils le disent, de déduire de ce que le droit appartient à tous un prétendu droit de juger, ce qui est inexact. Chacun peut apprécier l'existence d'une violation à une règle. Cette appréciation n'a nullement le caractère d'un jugement, en tout cas pas en droit. Vous aurez beau maquiller cette appréciation personnelle, même partagée par d'éminents compères, derrière un semblant de procès, elle restera une appréciation personnelle, une opinion. L'opération consiste, on le voit, à transformer du plomb en or, une dénonciation en une décision issue d'un organe délibératif sans mandat. C'est la raison pour laquelle l'action des tribunaux d'opinion
ne dépassent jamais le stade de l'activisme militant et ne méritent pas le nom de véritables tribunaux. Ce n'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas d'impérium, mais parce qu'ils ne disposent pas du pouvoir de juger, mais seulement d'apprécier comme tout un chacun la violation éventuelle du droit. Le jugement d'un tribunal Russell n'a, de ce point de vue, pas plus de valeur en droit qu'une tribune ou qu'une pétition. C'est une dénonciation en forme de condamnation. L'entreprise est-elle pour autant condamnable? Certainement pas du point de vue de l'action idéologique et militante. C'en est même un renouvellement assez génial. En s'appropriant les principes juridiques, les codes et rituels judiciaires et une certaine méthodologie dans le travail, la dénonciation collective acquiert une force et un poids incontestablement supérieurs à la pétition ou à la simple tribune. L'effort entrepris pour respecter les principes gouvernant l'administration de la justice octroie un rayonnement certain à la dénonciation et à l'interpellation. La forme du procès est ainsi un instrument d'amplification du message collectif et de sa force démonstrative. En droit, c'est autre chose. Le terme qui convient le mieux pour désigner cette initiative est celui de mascarade, au sens premier du terme, à savoir un défilé de personnes déguisées et masquées. Et cette mascarade militante se dévoile si l'on veut bien scruter les intentions qui y président. Que juge-t-on exactement? Dans un procès ordinaire, on juge des personnes, physiques, morales, on peut même juger l'État devant la Cour internationale de justice, auxquelles on impute une faute. La question est beaucoup plus trouble lorsqu'on scrute les intentions sous-jacentes des tribunaux Russell. Écoutons Sartre, qui nous dit qu'il ne se place pas du tout dans une perspective éthique ou morale, mais dans une perspective politique et sociale. La guerre du Vietnam représente la réalisation dernière de l'impérialisme. L'impérialisme qui est le résultat de certaines structures sociales et qui constitue la forme du capitalisme monopolistique d'aujourd'hui. François Rigaud, président de la fondation Lelio-Basso, qui est à l'origine du tribunal permanent des peuples, le dit lui aussi. La conscience juridique populaire a pour préoccupation la détermination des causes des plaies qui frappent l'humanité. Quelles sont ces causes? Les structures de domination, d'exploitation et de répression. Ça ne vous rappelle rien? C'est quand même assez proche, on le concédera, d'une rhétorique marxiste. Et ce sous-baissement, qui n'est pas vraiment caché, nuit quelque peu à la neutralité de la justice. L'objet du procès n'est pas l'imputation d'un crime à son auteur, c'est une cause, la condamnation du monde capitaliste au moyen même du droit que celui-ci a mis en place. Comment pourrait-on mieux faire la preuve de ces contradictions? C'est pourquoi le procès est biaisé ab initio. Les intentions ne sont pas si pures que cela. Procède par une instrumentalisation du droit au profit d'une cause qui surplombe l'ensemble du prétendu procès. Et cet aspect de caricature de justice apparaît plus nettement encore lorsqu'on s'intéresse d'un peu près à sa mise en œuvre et au fonctionnement des tribunaux en question. On constate alors que le droit est littéralement foulé aux pieds. On parlera en langage sartrien d'une néantisation du droit. C'est simple, à peu près toutes les règles de droit et tous les principes de la justice et du procès équitable sont ouvertement violés sans que ça ne gêne personne, que ce soit sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il faut quand même dire un mot de la composition de ces tribunaux, dont on a compris qu'ils étaient faits de militants qui se recrutent entre eux. Jean-Paul avait demandé à Simone de siéger, et tout va bien. Russell le dit lui-même, quiconque persistera à considérer l'épreuve avec indifférence n'aurait aucun droit de siéger. On ne peut être jugé que si l'on a d'ores et déjà, on ne peut être juge que si l'on a d'ores et déjà été convaincu de l'issue du procès. Plus on s'est exprimé sur la cause, plus on a de chances d'être coopté. Un exemple. Mais un grand juriste, oubliez le nom, sud-africain, spécialiste de l'apartheid, qui s'était prononcé, qui s'était démarqué en expliquant qu'Israël était un État d'apartheid, d'ailleurs plus dur que l'État d'apartheid qu'était l'Afrique du Sud. C'est ce qui lui vaut d'être promu juge au tribunal Russell pour la Palestine, dont l'une des tâches était précisément de dire
si Israël était un État d'apartheid? Bon, je vous laisse deviner la réponse, le verdict. Et du point de vue, en tout cas, de l'impartialité subjective, c'est pas terrible. Quant à l'impartialité objective, si on prend toujours ce même tribunal, eh bien on voit que le comité de parrainage, on y trouve la représentante des Palestiniens en France, puis au sein de l'Union européenne, Laïla Chaïd, très brillante au reste, mais en tout cas, ça sème un petit peu le trouble sur l'impartialité du tribunal. Et ce manque d'impartialité entraîne mécaniquement la violation du principe du contradictoire. Celui-ci n'est respecté que de façon théorique et formelle. Car évidemment, les accusés sont invités à se défendre, mais qui a envie de participer à un procès dont l'issue est connue d'avance? Personne. Et par conséquent, les bancs de la défense resteront désespérément vides. Quant à l'administration des preuves, le moins qu'on puisse dire est qu'il laisse à désirer. Donc, on entendra une poignée de victimes. Par exemple, le tribunal pour le Salvador va entendre cinq paysans, une institutrice, et conclura néanmoins à l'existence d'un génocide. C'est maigre. On trouve dans les actes du tribunal Russell cette phrase « Le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve des faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. » Voilà qui est original pour un juriste. Vous êtes coupable puisque tout le monde le dit. Alors, le principe, on pourrait dire un mot du principe du double degré de juridiction, qui n'est pas respecté non plus, pourquoi faire? Puisque la condamnation est symbolique, pas besoin d'appel. Et effectivement, ça peut choquer le juriste, mais si on se souvient que l'objectif de la condamnation est en réalité d'interpeller l'opinion, on ne fait pas appel d'une décision ou d'une interpellation, d'un appel à l'opinion publique. Donc c'est assez logique et les tribunaux jouent sans cesse sur cette ambivalence de condamnation et d'interpellation. Un mot sur le fond, et j'irai plus vite car le temps m'est compté. Mais sur le fond, le droit n'est guère mieux traité. Le principe de responsabilité personnelle est mis à mal, important, droit pénal. Mais comme le tribunal ne juge pas un individu en particulier, mais une politique, et derrière une cause ou les structures de domination, l'individu intéresse assez peu. Donc on condamne ceux qui ont participé au crime, Dieu reconnaîtra les siens. C'est un peu léger du point de vue de l'imputation, on ne s'intéresse pas aux chaînes de commandement, au statut des exécutants, au statut des supérieurs. L'approche est totalement globalisante, il ne s'agit pas d'imputer des faits à des individus, on s'intéresse aux faits et à la cause que l'on défend. L'élément moral intéresse assez peu on n'entre pas dans le détail des distinctions subtiles de l'élément moral devant les cours pénales internationales, ce qui conduit mécaniquement à un dévoiement des qualifications pénales, c'est bien simple, notamment à la qualification de génocide. C'est bien simple, on voit des génocides partout dans les tribunaux Russell, au Vietnam, au Salvador, au Zaïre, partout. Tout est qualifié de génocide. Et cette hypertrophie du crime est parfaitement compréhensible dans une perspective militante. S'il s'agit d'interpeller l'opinion publique, on le fera au moyen des qualifications les plus à même de charrier l'imaginaire de la conscience universelle. À ce compte-là, les crimes de guerre, c'est bien, mais un bon génocide, c'est mieux. Ça interpelle davantage l'opinion publique. Le seul problème, c'est que cela peut galvauder un peu l'incrimination. Au fond, le seul principe qui n'est pas violé, c'est celui de la proportionnalité des peines, et pour cause, il n'y en a pas. Faute d'impérium, les tribunaux se bornent à reconnaître la culpabilité des auteurs ou des États. Alors, cela signifie-t-il, pour autant, que du point de vue de la justice, l'activité des tribunaux Russell n'est que négative? Certainement pas. D'abord, si l'on considère que la justice a une fonction d'apaisement social, fonction de reconnaissance du statut de victime, eh bien, leur action permet de satisfaire, Camille Montavon, dont je parlais tout à l'heure, a dit, elle permet de satisfaire le sentiment de justice, à défaut de satisfaire, d'être une œuvre de justice à proprement parler, et en soi, ce n'est déjà pas si mal, compte tenu du déni de justice
qui existent réellement dans la société internationale. Ensuite et surtout, ces tribunaux peuvent contribuer à souligner les insuffisances du droit pénal international et faire œuvre de propositions. Par exemple, lorsque le tribunal du peuple souligne l'étroitesse du champ d'application du crime de génocide en expliquant qu'il ne s'applique pas aux opposants politiques, la critique s'entend. Bon, toute la question est, est-ce qu'il fallait un tribunal pour le dire, puisque une tribune... Donc l'action des tribunaux prend la forme, lorsqu'elle prend la forme de résolution pour faire évoluer le droit, l'action des tribunaux Russell est incontestablement intéressante, d'autant plus qu'ils sont constitués, on l'a dit, d'éminents juristes, et donc ces tribunaux peuvent faire œuvre doctrinale. On le verra d'ailleurs tout à l'heure, peut-être avec le tribunal Monsanto, la notion d'écocide. On a aussi inventé le sociocide, qui est peut-être un peu moins convaincant, mais passons. On notera que les tribunaux d'opinion ne vont pas jusqu'au bout de la démarche de réappropriation du droit. Ils ne condamnent pas à proprement parler les États sur le fondement d'incrimination non reconnue en droit positif. Ils en discutent et appellent de leur vœu leur consécration. Certains s'en étonnent et le déplorent, puisqu'il s'agit de penser le droit au-delà de l'État, et qu'en toute hypothèse, l'instance de jugement n'étant contrainte que par les obligations qu'elle se fixe, elle devrait aller jusqu'au bout de sa démarche et réinventer le droit sans se soucier de la question de sa positivité ou de sa normativité. Et condamner les États, finalement, sur le fondement d'infractions en devenir, fonder la décision sur du pur droit naturel. Les militants sont cependant trop malins pour ne pas voir que cela affecterait profondément leur légitimité. Déjà qu'ils n'ont aucune investiture, s'ils condamnent en plus sur la base d'infractions qu'ils inventent de toutes pièces, ils passeront au mieux pour de doux hippies. C'est pourquoi ils cherchent tout au contraire à s'appuyer sur le droit, à juridiciser leurs décisions maximum, en se bornant simplement à usurper la qualité de juge. Il s'agit de retourner le droit contre les États en externalisant l'instance de jugement, en la faisant sortir de l'orbite étatique, mais non pas de réinventer un ordre juridique parallèle, dont le contenu n'aurait rien à voir ni à devoir aux ordres juridiques souverains et étatiques. Ce ne serait pas stratégique. C'est pourquoi ils tiennent à conserver ce statut bâtard, qui consiste à s'approprier le droit de juger, mais non le droit lui-même ou seulement à la marge. C'est ce qui explique pourquoi ils font appel à d'éminents juristes. On note d'ailleurs que moins les initiateurs ont de notoriété, n'est pas Sartre qui veut, plus les juristes dominent dans les tribunaux d'opinion. La question la plus perturbante est de savoir pourquoi les juristes se prêtent à ce jeu, pourquoi ils se font pour certains les idiots utiles d'une justice qu'on peut trouver dévoyée à certains égards, et c'est une bonne question. Ce qui est certain, c'est que au moins ce n'est pas l'appât du gain. Le tribunal Russell n'a rien à voir avec un tribunal arbitral. Le sentiment d'indignation, sans doute. Être juriste n'interdit pas d'avoir des convictions et de les mettre en œuvre, bref, de militer. Une dernière raison, peut-être, que l'on tirera du plus grand juge de l'histoire, si l'on en croit la Bible, dans l'Ecclésiaste, Salomon ne dit-il pas « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Pour conclure, que penser de ces tribunaux d'opinion? Du point de vue militant, idéologique, on l'a dit, l'entreprise est géniale, je n'y reviens pas. Du point de vue de la justice pénale internationale, c'est un avertissement. La nature a horreur du vide et l'indifférence à certaines violations massives des droits de l'homme conduit à des formes alternatives, spontanées, mais peut-être aussi dévoyées de la justice. Du point de vue de la justice et du droit, c'est une monstruosité et peut-être même une flétrissure. Une entreprise arrogante qui prétend faire œuvre de justice tout en piétinant le droit qu'elle prétend appliquer. C'est pourquoi, ayant décidé moi aussi de m'auto-instituer en tribunal du tribunal Russell, j'énonce, non pas une conclusion, mais bien un verdict, attendu que le tribunal Russell viole les principes les plus élémentaires de justice et du procès équitable, à commencer par le principe d'impartialité, qui constitue le fondement de toute véritable justice, attendu qu'il constitue dès lors l'incarnation d'une justice de mauvaise foi, pour reprendre une expression toute sartrienne, eh bien je le condamne aux oubliettes de l'histoire de la justice. Je vous remercie.